Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Au sommaire, le secteur du tourisme est de plus en plus touché aujourd'hui par le réchauffement climatique. Les feux de forêt ont écourté le séjour des milliers de touristes en Grèce, tandis qu'en Italie et en Espagne, c'est une chaleur accablante qui repousse les touristes. Les détails dans ce journal. Un grand projet de reforestation de l'île de Pâques dans le Pacifique voit le jour. Ce projet, appuyé par plusieurs organisations de la protection de l'environnement, a pour but de lutter contre l'érosion des sols. Et puis le Brésil avance dans la dépollution de la baie de Guambara à Rio. Une grande décharge a été transformée en une immense zone verte couverte de mangroves. C'était sous les titres, place au développement. Le tourisme fait partie aujourd'hui des secteurs les plus touchés par le réchauffement climatique. Les feux de forêt en Grèce ont forcé des milliers de touristes à écourter leurs vacances. Tandis qu'en Italie et en Espagne, les activités sont limitées face à une chaleur étouffante. Le changement climatique va modifier la donne pour le tourisme, en particulier en Méditerranée. Le commentaire est signé Alexandra Descambi. Les régions attirant le plus les vacanciers sont aussi les plus touchées par le changement climatique. En Grèce, des milliers de touristes ont été récemment évacués des îles Rhodes et Corfou, ravagés par des incendies favorisés par la canicule. D'autres pays du pourtour méditerranéen sont touchés. En Espagne, les températures ont parfois dépassé de 15 degrés Celsius les normales saisonnières. L'Italie a aussi subi ces vagues de chaleur, le mercure frôlant même aux 48 degrés Celsius en Sardaigne. Tunis suffoquait avec 49 degrés Celsius. Or, le tourisme représente une part très importante de l'économie de la région. Les fortes températures estivales pourraient refroidir les ardeurs de visiteurs, alertent les professionnels du secteur. Le réchauffement climatique va rendre des destinations de moins en moins fréquentables. Toute la Méditerranée est concernée alors qu'elle est la principale destination des voyagistes européens. Un point sur lequel les professionnels du secteur touristique s'accordent, le tourisme va changer. Ils anticipent ainsi que la Méditerranée pourrait attirer davantage de visiteurs à d'autres saisons qu'en été, un phénomène rendu possible par le fait qu'une partie non négligeable des touristes sont des retraités. Le Royaume-Uni a annoncé le lundi dernier la validation de centaines de nouvelles licences gazières et pétrolières. Selon l'exécutif, l'exploitation de ces ressources fossiles britanniques doivent aider le pays dans son cheminement vers la neutralité carbone. Cette annonce est qualifiée de meilleure pour le climat. Plus de précisions dans ce commentaire de Rafitou Berekou. Les énergies fossiles sont des combustibles d'origine organique qui ont été formés au fil de millions d'années à partir de la décomposition de matière organique. Elles sont utilisées par les sociétés humaines, notamment dans le transport et la production d'électricité et de chaleur. Lundi dernier, le gouvernement britannique a officialisé la validation de certaines nouvelles licences d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière en mer du Nord. Selon le Premier ministre britannique Rishi Sunak, c'est une nouvelle stratégie qui consiste à reconquérir la souveraineté énergétique du pays. Cette déclaration du Premier ministre fait l'objet de critiques par les ONG écologistes, pourtant elle vise à rassurer les particuliers et les entreprises qui souffrent de la hausse des prix de l'énergie. De plus, Rishi Sunak a également annoncé 2 premiers sites pour la capture et le stockage de CO2 en mer du Nord. Le Royaume-Uni est longtemps frappé par la crise énergétique liée à la situation en Ukraine. Le gouvernement entend favoriser au total la création de 50 000 emplois tout en sécurisant la production d'énergie nationale. D'après le Premier ministre, même après 50 ans, les énergies fossiles devraient encore couvrir 25% des besoins en énergie du pays. Il a rassuré que le recours à ces ressources fossiles britanniques aiderait le pays dans son cheminement de la neutralité carbone promise pour 2050.
Ce mercredi 2 août 2023, l'humanité aura consommé l'ensemble des ressources que la Terre parvient à générer en une année. Calculée par l'ONG Global Footprint Network, cette date symbolique s'est imposée comme un indicateur de nos modes de consommation et d'empreinte écologique générées par l'humanité en 365 jours. Les activités humaines émettent d'énormes surplus de gaz à effet de serre CO2 que les forêts et les océans ne peuvent absorber. Ainsi, nous surconsommons et nous vivons à crédit de ce que la planète peut offrir. Pour les 151 jours restants de l'année, l'humanité vit en déficit écologique. En Ouganda, une femme entrepreneur a eu l'ingénieuse idée de transformer les sacs plastiques en cartables et sacs à dos. Cette initiative de recyclage permet de lutter contre la pollution plastique dans ce pays. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. L'Ouganda produit environ 600 tonnes de déchets plastiques par jour. Dans la décharge de Kitezi, située à la périphérie de Kampala, on retrouve la plupart des déchets plastiques de la région. Plus de la moitié finit dans les terrains vagues, des cours d'eau ou des parcs. Le reste est recyclé grâce à des entreprises comme celle de Chamine, Nualima, qui transforment les sacs plastiques en cartables. Le problème est réellement grave, puisque le taux de recyclage en Ouganda n'est que de 1%. Il n'y a pas de solution qui puisse résoudre le problème du plastique. Et pourtant, nous avons beaucoup d'entreprises qui produisent du plastique, mais nous en avons peu qui le recyclent ou qui lui donnent une seconde vie. Cette jeune femme entrepreneur a grandi dans l'un des plus grands bidonvilles du pays. Elle a vu les dégâts que peuvent causer les déchets plastiques sur l'environnement. Dans son entreprise, les sacs plastiques sont d'abord lavés, séchés puis repassés avant d'être cousus pour en faire des cartables. Une fabrication locale et durable. Il faut environ 15 sacs plastiques pour fabriquer un cartable. Nous l'amenons ensuite dans notre premier centre de production où nous fusionnons le plastique pour obtenir un matériau durable comme celui-ci. Matériau que nous coupons ensuite pour obtenir les sacs qui deviennent des sacs plus tard comme celui-ci. Voici donc notre cartable. Il est imperméable, résistant, durable et fabriqué localement à la main. La Guyave Junior School a été l'une des premières écoles en Ouganda à utiliser les sacs à dos fabriqués par l'entreprise de Chamine et du plastique. L'école les a achetés et offerts à ses élèves qui désormais sont devenus des ambassadeurs de la lutte contre les déchets plastiques. Lorsque les enfants rentrent chez eux, ils disent à leurs parents « Non papa, non maman, ne jetez pas partout ces objets en plastique parce qu'ils sont vraiment utiles. Regardez le sac que j'ai. » C'est très intéressant à tel point qu'ils vont faire passer le message à leurs parents pour qu'ils ne jettent pas de plastique partout. Malgré les interdictions répétées du plastique depuis 2019, l'Ouganda peine à mettre la population au pas. Les initiatives de recyclage comme celle de Chamine sont donc les bienvenues, même si elles ne suffisent pas à faire face aux problèmes. L'île de Pâques dans le Pacifique veut se reverdir. Ainsi, un grand projet de reforestation de ce petit territoire volcanique voit le jour. Avec l'appui de plusieurs organisations de protection de l'environnement, le gouvernement de cette région du Pacifique ambitionne de mettre en terre 240 000 arbres sur les 2 années à venir pour lutter contre l'érosion des sols. Le commentaire est signé Vivace Amana. Une verdure impressionnante sera développée sur l'île chilienne de Pâques pour restaurer l'écosystème de cette partie de l'archipel. Lancée en fin du mois de juillet, l'objectif de cette initiative est de limiter l'érosion des sols et de facto le réchauffement climatique. Le programme est historique d'après les autorités locales de ce territoire situé au beau milieu du Pacifique. Constitué à 80% de sa surface par des prairies dégradées, ce projet vise à porter à 90% la couverture végétale de l'île. Avec une population estimée à 7 000 habitants, la petite île du Chili est visitée chaque année par près de 100 000 touristes à cause de sa beauté et de son paysage. Selon la Corporation nationale des forêts, l'île de Pâques regorgeait des forêts de palmiers, d'arbustes et de fougères par le passé. Malheureusement, cette végétation a été surexploitée, ce qui a détérioré le couvert végétal et la faune sauvage du territoire. Le projet de reforestation de l'île de Pâques est prévu pour une durée de 2 ans et devra couvrir environ 10 km² sur les 164 que compte l'île volcanique. Avec un coût estimé à 850 000 €,
Le projet de reforestation est lancé par certaines organisations environnementales et des institutions publiques avec le soutien financier du gouvernement de la région chilienne du Valparaíso. Ce projet vise à terme à contribuer significativement à la lutte contre le réchauffement climatique qui engendre déjà des conséquences graves sur l'environnement dans certaines régions du monde. Les natifs du Grand Cloto en opération de reboisement pour soutenir la politique gouvernementale de reboisement. Sur le site de l'hôtel 30 août à Palimé, l'association des natifs du Grand Cloto a donné le temps pour le lancement officiel de la mise en terre de 10 000 plants dans le Grand Cloto. Alessandra a décombé pour plus de précisions. L'opération de reboisement organisée ce samedi 29 juillet par l'Association des natifs du Grand Cloto vise à aider le gouvernement dans sa politique de reboisement. À cette occasion, la cérémonie a réuni la population de Cloto, les autorités administratives, religieuses, responsables de la Direction nationale de l'environnement, les membres et sympathisants de l'association. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des propos du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui invite tous les Togolais à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. La population du Grand Cloto a planté au total 10 000 plants répartis dans 4 préfectures du Grand Cloto. L'initiative fort louable a exhorté la population à entretenir les plants mis en terre. Pour atteindre son objectif, le gouvernement entend soutenir toute activité de reboisement initiée par les communes, les organisations non gouvernementales et bien d'autres. Chaque Togolais est donc invité dans les activités de reboisement pour qu'ensemble les objectifs soient atteints. Au Brésil, des montagnes de déchets ont été remplacées par une immense zone verte couverte de mangroves. Ce projet de la Société municipale de nettoyage de Rio de Janeiro vise à dépolluer les eaux de la baie de Guambara afin de restaurer l'écosystème marin. Les détails dans ce commentaire. Des montagnes de déchets ont été remplacées par une grande zone verte couverte de mangroves au Brésil. Ce projet est une initiative de la Société municipale de nettoyage de Rio de Janeiro et une entreprise privée. L'entreprise a récupéré 60 hectares de la décharge située dans le quartier de Jardim Gramacho dans le but de dépolluer les eaux de la baie de Guambara à Rio. Aujourd'hui, la mangrove s'est complètement reconstituée. La faune et la flore sont revenues. Nous avons changé la donne. Avant, nous polluions la baie et les rivières. Maintenant, c'est l'inverse. Et nous devons l'accepter car notre but est de rétablir cet écosystème. Grâce à sa capacité impressionnante d'absorption et de stockage de carbone bleu, la mangrove est la formation forestière la mieux adaptée à la restauration d'un écosystème marin et côtier. Selon une étude, 1 hectare de mangrove peut stocker entre 2 à 4 fois plus de carbone que le même hectare d'une autre végétation. De plus en plus, notre travail se reflète dans la qualité de l'environnement. Nous avons enregistré des espèces endémiques qui avaient disparu et qui reviennent. C'est très satisfaisant pour la récupération environnementale de notre forêt de mangrove autour de la décharge de Gramacho, qui a été très endommagée pendant de nombreuses années. Ainsi, on note un rétablissement de la biodiversité avec plusieurs espèces de crabes, d'oiseaux et de poissons qui peuplent désormais la zone. Cette initiative est significative dans les différentes actions de dépollution de la baie. En Australie, des chats errants constituent un facteur de déséquilibre de l'écosystème. Face à cette situation, les autorités prévoient utiliser des robots tueurs pour réduire la population des chats sauvages qui nuisent à sa faune. Rafi Tsumberiko. La présence des chats sauvages en Australie constitue une menace pour les écosystèmes. Pour lutter contre ce phénomène, les autorités de l'État d'Australie occidentale ont pris des mesures le mois dernier pour réduire la population des chats afin de sauver la faune. Pour ce faire, un projet d'une valeur de 7,6 millions de dollars australiens a été lancé par l'Australie occidentale. Ce projet implique le déploiement des robots tueurs conçus par l'entreprise locale Tilation. Ces robots fonctionnent à l'énergie solaire et sont équipés de caméras et de lasers capables de détecter les chats sauvages et les différencier d'autres espèces animales. Depuis le XVIIIe siècle, plusieurs animaux sont importés par les colons européens en Australie, parmi lesquels le lapin, le chat et le renard. Après leur arrivée sur l'île, les chats se sont rapidement multipliés en grand nombre.
Cette profusion de ces chats ont impacté négativement les espèces indigènes et a exterminé progressivement la faune endémique. Selon une étude publiée dans la revue Diversity Contribution en mars 2022, le chat et le renard tuent chaque année plus de 2,6 milliards d'oiseaux, de reptiles et de petits mammifères. Le chat sauvage à lui seul anéantit 27 espèces animales indigènes et met actuellement en danger 120 autres espèces. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.